Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait Sherlock Holmes, le signe des 4, écrit par Arthur Conan Doyle. C'est notre deuxième émission sur cette œuvre. Nous lirons ce soir les chapitres 5, mince, j'ai mis chapitre 4 sur le live, mais c'est les chapitres 5. Chapitres 5, 6 et 7. Si vous voulez avoir les 4 premiers chapitres, je vous invite à aller checker la playlist disponible sur YouTube avec toutes les rediffusions de tous mes lives ever. Et si vous me regardez en rediffusion sur YouTube d'ailleurs, je vous rappelle que vous pouvez passer cette introduction ainsi que les pauses que j'effectuerai dans ma lecture pour aller directement au chapitre qui vous donne envie. Pour cela, rien de plus simple. Dans la barre de lecture, il y a un petit chapitrage. Il suffit d'aller de l'un à l'autre, c'est très facile. Ou sinon, dans la description de la vidéo, il y a des timecodes à votre disposition. Voilou. Écoutez, on est à mi-parcours de cette semaine de retour. Ça faisait un mois que j'avais pas fait de live. Cette semaine, j'avais prévu 4 lives et pour le moment, j'en ai fait 2 sur 4. Donc ouais, on est à mi-parcours et pour le moment, je suis extrêmement heureux de ce retour. Je vais vous en parler dans quelques instants. Comme d'habitude, pendant 5-10 minutes, de toute manière, je vais parler avec vous rapidement. Parce que voilà, c'est ça aussi le fun de faire ces lectures en live. C'est pas uniquement de plonger dans la lecture, mais aussi d'avoir cet échange avec vous. C'est le délire d'avoir des lives, hein, forcément. Et voilà, j'ai un peu envie de parler avec vous, j'ai un peu envie de vous partager des choses. Et là, il se passe plein de choses cool, donc franchement, en ce moment, c'est full positivisme. Il fait toujours chaud, mais c'est quand même beaucoup plus supportable, même si, depuis que j'ai lancé le live, je meurs de chaud. Certainement parce que j'ai dû remettre mon t-shirt. Mais bref, je vous invite à vous installer, chers amis, à prendre à boire, à manger. Je vous souhaite la bonne santé à tous. Et déjà, on commence très fort, encore une fois, à nouveau. Zikael qui resub une nouvelle fois. Merci beaucoup, Zikael. Zikael, en effet, qui va arriver bientôt à 12 mois de sub, 1 an de sub. C'est incroyable, en vrai. En tout cas, je vais bien, Zikael, merci de le demander. Et toi, cher ami, d'ailleurs, je dois t'offrir un abonnement, vu que tu es champion des jeux vidéo olympiques, l'un des 4 gagnants, si je peux dire, de la compétition de jeux vidéo que j'ai organisée récemment. Et tu remarqueras également que tu es serti d'un petit diamant de VIP, puisque de la même manière, c'est pour un peu certifier, un peu montrer de manière ostentatoire que tu es un champion, n'est-ce pas? Ça me fait plaisir de te revoir, Zikael, et justement, c'est de ce dont je voulais parler rapidement. Cette semaine, pour le moment, j'ai fait 2 lives, on entame le 3e, et peu importe ce qu'il s'est passé lors de ces lives, je suis très content, parce que franchement, vous me faites un accueil super agréable, et je tenais à le notifier quand même, parce que vraiment là, il y a une vague de soutien qui me touche particulièrement, ça fait extrêmement plaisir. En général, quand je fais cette pause en été, quand je reviens, j'ai toujours un petit peu peur de vous avoir laissé trop longtemps et que je revienne et que je sois seul, que vous m'ayez oublié, n'est-ce pas? Et que, entre guillemets, je reparte un petit peu en arrière sur l'évolution de la chaîne et que je doive rebuild tout ce que j'avais fait jusque-là, reconstruire ce que j'avais commencé à façonner, entre guillemets. Et là, cette année, c'est la première fois où j'ai de tels retours dès que je reviens au live. Et ça me fait extrêmement plaisir. Il y a des trucs assez inédits qui se sont passés et ça peut paraître peu, mais pour moi, ça veut dire beaucoup, comme dirait la chanson. Déjà, mardi, live de lecture, vous avez été super nombreux, ça m'a fait extrêmement plaisir. On a commencé le signe des 4, qui s'avère pour le moment être une très bonne surprise, et dont j'ai vraiment hâte de connaître la suite. En plus de cela, je mets la rediff sur YouTube, et chose qui m'est jamais arrivée jusqu'à présent, en fait j'ai pris conscience de la communauté régulière, on va dire, ou assidue, enfin je sais pas trop quel mot employer, mais de YouTube. Donc franchement, je vous remercie de vous être montré, c'est pas ça que je voulais dire, mais de vous être manifesté sur YouTube.
parce que justement c'est quelque chose que j'avais pas eu jusqu'à présent. À chaque fois que je revenais, comme je le disais, j'avais l'impression qu'il fallait que je reconstruise ce que j'avais mis du temps à construire et que les pauses m'étaient plutôt délétères, quoi. Et là, j'étais vraiment super surpris et super content, super heureux de voir que sur la rediffusion du live de mardi, sur YouTube, il y a plein de commentaires de gens que je ne connais même pas forcément, que j'ai même pas forcément déjà vu laisser des commentaires, qui me disent «Ah ça y est, c'est le retour, ça fait plaisir de voir cette notification». Genre, c'est con, mais ce commentaire m'a fait trop plaisir, parce que c'est le genre de commentaire que tu vois entre guillemets, chez les gros youtubeurs qui n'ont pas fait de vidéo depuis longtemps, et il y a une flopée de commentaires en mode «Ah, ça fait trop plaisir de voir qu'il y a une notification pour tes vidéos». Genre vraiment comme s'il y avait une attente pour ces vidéos, quoi. Enfin bref. Donc du coup, peut-être que j'interprète et surinterprète tout ça, mais en tout cas, je l'ai pris comme vraiment une grosse vague de soutien, et ça m'a fait extrêmement plaisir de prendre conscience de cette communauté régulière et peut-être silencieuse de gens sur YouTube qui me suivent. J'en avais pas forcément... Ouais, j'en avais pas forcément à ce point la conscience. Dans le sens où, bien sûr, vous êtes beaucoup plus sur YouTube que sur Twitch. Sur YouTube, on arrive bientôt aux 1400 abonnés. Sur Twitch, on est à 310, un truc comme ça. Mais sur Twitch, vu qu'il y a le retour direct, vu qu'on parle, qu'on échange, que je vois souvent les mêmes noms revenir, voire qu'on discute ensuite sur Facebook, Twitter ou Discord en privé, etc. Voilà, c'est des noms que je connais, que je vois revenir, etc. Et c'est vrai que du coup, dans ma tête, c'était plus... Et puis de toute manière, enfin, comment expliquer ça? Sur YouTube, je ne fais, entre guillemets, que mettre les rediffusions de mes live Twitch. Donc du coup, je me considère avant tout comme faisant des live Twitch, plutôt que faisant des vidéos YouTube. Même si, bon, je fais des vidéos, à quelques exceptions près, je fais quand même quelques vidéos. Mais du coup, c'est vrai que dans ma tête, c'était un peu plus Twitch qui était développé, et j'avais l'impression que c'était là où la communauté elle, était la plus active, la plus régulière, etc. Et je me disais que beaucoup de mes abonnés, c'était peut-être des gens qui étaient tombés sur une de mes lectures qui les avait intéressés, ils avaient aimé cette lecture, ils s'étaient abonnés pour la forme, et puis après, voilà, ciao, bye bye, on se voit plus jamais, mais c'est pas très grave, je vous aime quand même. Mais, euh, mais non, je prends de plus en plus conscience, et même par rapport à des messages que je peux avoir en privé, je prends de plus en plus conscience, pardon, que vous êtes aussi une communauté régulière, j'ai envie de dire, à me regarder sur YouTube. Donc, encore une fois, ça m'a fait extrêmement plaisir, tous ces retours. Ça m'a fait vraiment une vague de soutien dingue. Ça fait très très plaisir. J'accueille rapidement les nouveaux venus sur le chat. Bonsoir Petit Poulpe Dissident, bonsoir le Bosquet de Kain, bonsoir Jumpy, merci de nous rejoindre, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Mais non, je ne vous oublie pas. Je ne vous oublie pas. Comment vous oublierais-je? Et oui, en effet, malheureusement, je ne peux pas donner le diams à Jumpy vu qu'elle est modo. Elle est déjà sertie de son épée. De son épée salvatrice, n'est-ce pas? Donc du coup, voilà, il y a eu ce live de mardi. Il y a eu la mise hors diffusion où je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait des retours à ce point. Et hier, il y a eu sur la chaîne de Cora une nouvelle partie de son jeu de rôle, The Twitcher, dont il est maître du jeu et dont je suis l'un des joueurs, accompagné de Sterbull et le Jérôme légendaire. Et pareil, hier c'était trop trop cool. J'étais super content de retrouver les copains déjà. En fait, c'est ça le truc, c'est que c'est du cumul quoi. J'étais content de retrouver les copains, j'étais content de rejouer à du jeu de rôle parce que le jeu de rôle c'est vraiment un format qui me tient vraiment très 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 fortement à cœur. Donc j'étais extrêmement heureux de retrouver ce format, de retrouver ma bande de copains et de vous retrouver vous les viewers. Et encore une fois, vous avez tous été super super sympas. Putain, ça, franchement, ça dégouline de sympathie, ça dégouline de bienveillance et ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien. Donc encore une fois, je tenais à vous faire un petit message spécial et un petit remerciement parce que c'est assez fou l'air de rien d'avoir la chance de se sentir comme ça supporté. C'est vraiment ça fait vraiment plaisir. C'est vraiment un anglicisme de dire supporter.
Parce qu'en fait, on a soutenir. Enfin bon, bref. Alors, le bosquet de Kain. J'ai une question sur le JDR. C'est une histoire suivie ou ce sont des one-shots et sur quel univers, quelle thématique? Alors c'est un univers complètement inventé par notre maître du jeu Cora. Et c'est une histoire suivie mais où à chaque session on va dans un univers complètement différent. Donc c'est un petit peu à la croisée des deux. C'est beaucoup plus facile pour faire ça en live, etc. Et ça nous permet de voir des choses très variées. Donc voilà. Voilà, pour te répondre le bosquet de Kain, sachant que c'était l'avant-dernier épisode la dernière fois, donc hier. Donc si vous voulez voir le dernier épisode, le grand final, ça sera dans une semaine. Et on en a parlé un petit peu hier. Il y a des chances, je vais rien dire parce que c'est pas sûr à 100%, mais il y a des chances qu'un jour pop une saison 2. Mais bon, s'il y a une saison 2, a priori, ça sera pas pour tout de suite, mais il y a des chances. Ah, merci petit poulpe dissident. J'en peux plus des compliments, je vais rougir. C'est toutes les 2 semaines un Jumpy. Ouais, c'est ça. Zikael, on veut savoir le 3e jeu de la seconde édition des Jeux vidéo olympiques. Mais j'ai déjà dit une liste de 7 jeux. Pour la seconde édition des Jeux vidéo olympiques, j'ai déjà donné une liste de 7 jeux. Alors je les ai peut-être donnés un peu de manière Rocket League et Overcooked. Ah mais j'en ai donné beaucoup plus que ça. Ça a dû te passer sous le nez, Zikael. J'en ai mis beaucoup à un moment sur Discord. Sachant que Rocket League et Overcooked sont pas forcément validés d'ailleurs. C'est des possibilités. En gros, j'en parlerai. Justement, c'est une bonne occasion qu'on en parle là maintenant. Je vais faire une session très certainement bientôt de préparation des Jeux vidéo olympiques. Et donc je ferai un live uniquement préparation des Jeux vidéo olympiques. Et certainement que lors de ce live, justement, je vais sélectionner les jeux qui seront dans l'édition. Sachant que je pense faire 5 jeux au total, mais que j'ai 7 idées de jeux en tête, donc il faut que je vois parmi les 7, les 5 qui sont les plus réalisables. Mais c'est mieux de prendre un peu plus de jeux que ce que je veux faire, comme ça après je peux assembler comme je l'entends ce qui me plaît le plus. Écoutez, je pense qu'on est bon. Je vais pas faire une introduction trop longue parce que j'ai déjà énormément parlé mardi. Et puis comme je le disais, il devrait y avoir bientôt des lives un petit peu différents, un petit peu plus variés, dans lesquels on aura sûrement beaucoup plus le loisir de parler à cœur ouvert, de parler tranquillement, d'échanger longuement. Je vous rappelle tout simplement que cette semaine, il y aura encore un live qui sera dimanche à 15h pour terminer la semaine. Live de découverte de l'univers de League of Legends. On partira cette fois-ci sur la région de Demacia et a priori il y aura Garen, Lux, etc. etc. Et je vous rappelle donc également que dimanche à 21h, enfin de 21h à minuit, je serai connecté à la place publique. Je serai présent sur la place publique, vous pourrez me croiser dans la place publique de Planétéo, n'est-ce pas? Sur les pavés, aux abords d'une rue. Donc ça c'est sur Discord les amis. On pourra discuter, on pourra jouer, on pourra faire plein de choses. Et sinon, je ne pense pas qu'il y aura de live de gaming cette semaine, puisque même si la chaleur c'est extrêmement plus supportable, et c'est quand même une chaleur insoutenable. Déjà pour moi c'est limite, mais pour mon PC, si je commence à faire du jeu vidéo, il va tout simplement faire une crise d'épilepsie, et on n'a pas envie qu'il fasse une crise d'épilepsie. Bref les amis, on va pouvoir se lancer dans la lecture sans plus attendre. Lors de la première partie de lecture de ce soir, je vais vous lire 2 chapitres d'un coup. Le chapitre 5 et 6. Et ensuite, je vous lirai le chapitre 7 pour conclure après la pause. Normalement, ça devrait prendre relativement le même temps que la dernière fois. À l'exception près que du coup, j'ai fait une intro un peu moins longue.
c'est très difficile, très difficile de résumer une œuvre comme Sherlock Holmes, parce que du coup on est dans l'ordre de l'enquête, dans l'ordre de l'affaire, du détective privé. Donc il y a tout un tas d'indices et de liens logiques qui se font. Mais en même temps, si t'es pas totalement imprégné dedans et si t'as pas totalement toutes les infos à l'instant T, c'est hyper compliqué. Et du coup, c'est très dur à résumer, je trouve. Donc, le plus simple, c'est que vous ayez vu le premier épisode. De toute manière, je suppose que vous n'aurez pas vu, que vous regarderez pas cet épisode si vous n'avez pas vu le précédent. Mais tout simplement pour vous resituer l'endroit exact où nous nous trouvons, Watson et Sherlock Holmes ont accompagné une femme du nom de Mademoiselle Morstan, voir un homme, un hindou, qui se nomme Thaddeus Sholto. Et grosso modo, il y a un mystère un petit peu chelou autour du père de Mademoiselle Morstan, puisque son père a été déclaré mort de cela des années, dans des conditions mystérieuses, enfin mort, en tout cas disparu, depuis, voilà, on a l'indice qu'il est mort. Donc voilà, depuis des années, donc c'était un petit peu étrange, et puis elle a reçu des perles tous les ans. Elle recevait des perles d'un bienfaiteur mystérieux, puis elle a reçu soudainement un message lui donnant un rendez-vous secret bizarre qui l'a donc mené à Thaddeus Sholto. Et donc on en a appris un petit peu plus, Thaddeus Sholto qui amène nos compères voir son frère à Pondicherry Lodge, puisqu'il y a des histoires d'argent qui veulent se partager, et de trésors qui justement auraient dû être remis à la descendante de Morstan. Donc voilà. Je sais pas si j'ai été ultra clair. Je sais pas si j'ai été ultra clair, mais comme je le disais, c'est un petit peu bordélique à résumer ce genre d'histoire. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments dans tous les sens. On va se replonger dedans de toute manière. Si vous avez vu si vous avez écouté le premier chapitre, vous devriez savoir rattacher les wagons à n'en point douter. Voilà, voilou, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Zikael, Jumpy, Petit Poulpe Dissident, le bosquet de Kain. Bonne écoute à tous dans l'ombre et à ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. Parce que oui, je sais que vous êtes là maintenant, ça fait plaisir. Bref, bonne écoute à tous. À tout à l'heure pour la pause. 5. La tragédie de Pondicherry Lodge. Il était près de 11 heures. Nous avions laissé derrière nous la brume humide de la grande ville, et la nuit était assez belle. Un vent tiède charriant des nuages lourds et lents soufflait de l'ouest à travers le ciel. Une demi-lune faisait des apparitions intermittentes. La clarté naturelle suffisait pour voir à quelque distance, mais Thaddeus Sholto s'empara d'une des lanternes de la voiture. Pondicherry Lodge possédait un vaste jardin. Un très haut mur de pierre hérissé de tessons de bouteilles l'isolait complètement. Une porte étroite renforcée de barres de fer constituait le seul moyen d'accès. Notre guide frappa suivant un certain code. « Qui est là » cria une voix peu avenante. « C'est moi, McMurdo. Depuis le temps, vous connaissez certainement ma façon de frapper, voyons. » Il y eut en réponse un bruit inarticulé, puis le cliquetis d'un trousseau de clés. La porte tourna lourdement sur ses gonds. Un petit homme à la carrure forte se montra dans l'embrasure, nous regardant d'un œil soupçonneux qui clignotait à la lumière de notre lanterne. « C'est bien vous, monsieur Thaddeus. Mais qui sont ces personnes? Je n'ai pas d'ordre à leur sujet. »« Non, vous m'étonnez, McMurdo. J'ai prévenu mon frère hier soir que je viendrais avec mes amis. »« Il n'est pas sorti de sa chambre aujourd'hui, monsieur Thaddeus, et je n'ai pas reçu d'instructions spéciales. Vous savez très bien que les ordres sont stricts. Je peux vous laisser rentrer, mais vos amis resteront dehors. » Devant cet obstacle inattendu, Thaddeus Sholto nous regarda d'un air perplexe. « Vous faites preuve de mauvaise volonté, » dit-il enfin au portier. « Il devrait vous suffire que je réponde d'eux. Parmi nous, il se trouve une jeune dame. Elle ne peut pas attendre sur la route à une heure pareille. »« Je regrette beaucoup, monsieur Thaddeus, » dit l'homme d'une voix inexorable. « Ces personnes peuvent être vos amis sans être pour autant ceux du patron. Je suis payé, et bien payé, pour exécuter certains ordres. Il n'y a pas à sortir de là. Je ne les connais pas, vos amis, moi. »« Oh si, vous en connaissez un, McMurdo. »« Pardon. Oh si, vous en connaissez un, McMurdo.
s'écria Sherlock Holmes d'une voix avenante. « Je ne pense pas que vous ayez pu m'oublier. Ne vous rappelez-vous pas le boxeur amateur qui combattit contre vous pendant 3 rounds? C'était il y a 4 ans, chez Allison, lors de la nuit organisée à votre bénéfice. » « Vous ne voulez pas dire monsieur Sherlock Holmes ?» s'écria l'ancien boxeur. « Mais si! Au nom du ciel, comment ne vous ai-je pas reconnu? Au lieu de rester là tranquillement, vous auriez dû me donner ce satané crochet du menton. Pour sûr qu'alors je vous aurais reconnu tout de suite. Ah! Vous avez bien gaspillé vos dons, vous, alors. Vous auriez pu aller loin si vous aviez voulu vous consacrer au noble art. Vous voyez, Watson, que si tout venait à me manquer, il me resterait encore une dernière profession scientifique, dit Holmes en riant. Je suis sûr que maintenant cet ami ne nous laissera pas exposés aux rigueurs de la nuit. Entrez, monsieur, répondit-il. Entrez donc, vous et vos amis. Je suis désolé, monsieur Thaddeus, mais vous savez combien les ordres sont sévères. Il fallait que je sois bien sûr de vos amis avant de les laisser entrer. À l'intérieur de l'enceinte, un chemin semé de gravier serpentait à travers un terrain vague, jusqu'à une énorme maison à l'architecture banale, plongée dans une obscurité totale, sauf en un coin, où le clair de lune se reflétait dans une lucarne. Ce grand bâtiment sombre et silencieux dégageait une atmosphère oppressante. Même Thaddeus semblait mal à l'aise, et la lanterne au bout de son bras avait des soubresauts singuliers. « Je ne comprends pas ce qui se passe, dit-il. Il doit y avoir un malentendu. J'avais pourtant dit clairement à Bartholomew que nous viendrons ce soir. Pourquoi n'y a-t-il pas de lumière à sa fenêtre? Je me demande ce que cela veut dire. » Fait-il toujours garder l'entrée avec autant de vigilance? S'enquit Holmes. Oui, il a conservé les habitudes de mon père. C'était le fils préféré, vous savez, et je me demande parfois s'il ne lui en a pas dit plus long qu'à moi. La fenêtre de Bartholomew est éclairée par la lune à présent. Je ne crois pas qu'il y ait de la lumière à l'intérieur. Non, dit Holmes, mais j'aperçois une faible clarté à la petite fenêtre du côté de la porte. Ah, c'est la chambre de la femme de charge. La vieille Madame Burston va pouvoir nous dire ce que tout cela signifie. Cependant, vous ne verrez peut-être pas d'objection à m'attendre ici une minute ou deux? Si elle n'est pas avertie de notre venue, et qu'elle nous voit arriver tous, elle prendra peut-être peur. Mais chut! Qu'est-ce que cela? Il éleva la lanterne. Sa main tremblait tellement que le cercle de lumière dansait tout autour de nous. Mademoiselle Morstan saisit mon poignet. Nous restâmes tous immobiles, le cœur battant, tendant l'oreille. De la grande maison noire jaillit la plus pitoyable, la plus triste des voix. Elle résonnait lamentablement dans la nuit silencieuse. C'était le sanglot d'une femme épouvantée. « Madame Burston » expliqua Sholto. « Elle est la seule femme dans la maison. Attendez ici, je reviens. » Il se hâta vers la porte et frappa suivant son code. Nous pûmes voir une grande femme âgée ouvrir et s'ébrouer d'aise en le voyant. « Oh, monsieur Thaddeus, je suis si heureuse de vous voir. Oui, je suis vraiment bien contente que vous soyez ici, monsieur. » La porte se referma sur eux. Les manifestations de soulagement firent place à un monologue assourdi. Notre guide nous avait laissé la lanterne. Holmes la balança lentement au bout de son bras, scrutant attentivement la maison et les tas de gravats disséminés sur le terrain. Mademoiselle Morstan et moi restions immobiles l'un près de l'autre, la main dans la main. L'amour est décidément d'une subtilité merveilleuse. Ainsi, nous, qui ne nous étions jamais vus avant ce jour, nous qui n'avions jamais échangé de regards ou de paroles d'affection, nous obéissions à la même impulsion. Nos mains se cherchaient. Je m'en suis émerveillé depuis lors, mais ce soir-là, il me paraissait tout naturel de me rapprocher d'elle. Et de son côté, elle m'a confié plus tard qu'elle avait trouvé normal de se tourner vers moi pour obtenir protection et réconfort. Nous étions donc comme 2 enfants. Nous nous tenions par la main et, malgré les ténèbres mystérieuses qui nous entouraient de toutes parts, nous connaissions la paix. « Quel lieu étrange !» soupira-t-elle. « On dirait que toutes les tops de l'Angleterre ont été rassemblées ici, dis-je. J'ai vu quelque chose de similaire sur le flanc d'une colline, près de Ballarat, après une époque de prospection fébrile. » « Et pour les mêmes raisons, » intervint Holmes. « Ce sont les traces de la fouille au trésor. Il ne faut pas oublier qu'ils l'ont cherché pendant 6 ans. Rien d'étonnant à ce que l'endroit ressemble à un carreau de mine. » À ce moment, la porte d'entrée s'ouvrit violemment, et Thaddeus Sholto courut vers nous, les bras levés, les yeux emplis de terreur. « Il doit être arrivé quelque chose à Bartholomew !» cria-t-il. « J'ai peur. Mes nerfs n'y résisteront pas. » Il hoquetait de peur, en effet. Encadré par le grand col d'Astrakhan, son visage aux traits mous avait l'expression suppliante et désespérée d'un enfant terrifié. « Entrons dans la maison, » dit Holmes avec calme et fermeté. « Oui, s'il vous plaît, » dit Thaddeus Sholto. « Je ne sais plus ce qu'il faut faire. » Nous le suivîmes tous dans la chambre de la femme de charge, située sur la gauche dans le couloir. La vieille femme arpentait la pièce en se rongeant les ongles.
La vue de mademoiselle Morstan parut cependant l'apaiser. « Dieu bénisse votre doux visage !» s'écria-t-elle d'une voix hystérique. « Cela fait du bien de vous voir. J'ai connu tant de tourments aujourd'hui. » La jeune femme prit sa main émaciée et usée par l'ouvrage en murmurant quelques mots de réconfort. Sa bienveillance affectueuse ramena quelques couleurs sur les joues exsangues de la femme de charge. « Monsieur s'est enfermé et ne veut pas me répondre, » expliqua-t-elle. « J'ai attendu toute la journée qu'il m'appelle. Je sais qu'il aime rester seul, mais j'ai fini par me demander s'il n'y avait pas quelque chose. Alors je suis montée, il y a environ 1 heure, et j'ai regardé par le trou de la serrure. Il faut que vous y alliez, monsieur Thaddeus. Il faut que vous y alliez et que vous voyiez vous-même. Depuis 10 ans, j'ai connu monsieur Bartholomew Sholto, dans la peine et dans la joie, mais jamais je ne l'ai vu avec un tel visage. » Sherlock Holmes prit la lampe et s'aventura le premier, car Thaddeus Sholto, claquant des dents, semblait pétrifié. Je dus l'aider à monter l'escalier. Ses jambes se dérobaient sous lui. Par 2 fois durant notre ascension, Holmes sortit sa loupe pour examiner attentivement quelques marques là où je ne voyais que de simples traces de boue sur les fibres de cocotier qui servaient de tapis dans l'escalier. Il gravissait lentement chaque marche, plaçant la lampe contre ceci ou contre cela, et explorant autour de lui avec un regard furteur. Mademoiselle Morstan était restée derrière nous auprès de la femme de charge. Le 3e étage aboutissait à un assez long couloir. Sur le mur de droite se trouvait une grande tapisserie des Indes. 3 portes s'alignaient sur la gauche. Nous suivions immédiatement Holmes qui avançait de la même manière lente, méthodique. Nos ombres s'étiraient derrière lui. La 3e porte était celle qui nous intéressait. Holmes y frappa sans obtenir de réponse, puis, tournant la poignée, tenta de l'ouvrir de force. En approchant la lampe, nous vîmes qu'elle était solidement verrouillée de l'intérieur. La clé engagée dans la serrure et tournée dans le pêne laissait toutefois un espace partiellement libre. Sherlock Holmes s'accroupit, y plaqua un œil, mais se releva aussitôt, le souffle coupé. « Il y a quelque chose de démoniaque là-dedans, » dit-il d'une voix que je n'avais jamais entendue aussi émue. « Que pensez-vous que cela signifie, Watson ?» Je m'accroupis à mon tour devant la serrure, mais je reculai d'horreur. La lune éclairait la pièce d'un rayon pâle et froid. Alors je vis, me regardant droit dans les yeux et se détachant sur les ténèbres, un visage qui paraissait flotter dans l'air. C'était la reproduction de Thaddeus, même crâne haut et luisant, même couronne de cheveux roux, même teint blafard. Mais les traits s'étaient crispés cependant sur un horrible sourire. Ce rictus figé était plus effrayant sous cette clarté lunaire que n'importe quelle grimace. C'était tellement le portrait de notre petit ami que je me retournai pour m'assurer qu'il était bien avec nous. Alors je me souvins de l'avoir entendu dire que son frère et lui étaient jumeaux. « Ceci est terrible, murmurai-je. Que faut-il faire, Holmes ? Il faut que la porte cède. » Il s'élança, pesant de tout son poids sur la serrure. La porte crissa, grinça, mais résista. Ensemble, cette fois, nous nous jetâmes à l'assaut. Avec un brusque craquement, la porte s'ouvrit et nous fûmes projetés dans la chambre de Bartholomew Sholto. On aurait dit un laboratoire. Une double rangée de flacons bouchés s'alignait contre le mur en face de la porte. La table était jonchée de bec-benzène, d'éprouvettes et de cornues. Dans les angles, il y avait des bonbonnes d'acide cerclées d'osier. L'une d'elles devait être cassée. De toute façon, elle fuyait, car un liquide sombre s'en était écoulé qui avait imprégné l'air d'une odeur de goudron, particulièrement forte. Dans un coin de la pièce, au milieu d'un tas de gravats, un escabeau montait vers une ouverture du plafond, assez large pour qu'un homme puisse y passer. Au bas de l'escabeau, une longue corde gisait en tas. Près de la table se tenait Bartholomew Sholto, tassé sur un fauteuil, la tête inclinée sur l'épaule gauche et souriant de ce même sourire indéchiffrable. Le corps était raide et froid. La mort remontait à plusieurs heures. Il me sembla que les contorsions singulières du visage se retrouvaient sur les membres pour conférer au cadavre une apparence fantastique. Sur la table, à portée de sa main, je vis un instrument bizarre, une sorte de manche en bois brun auquel était grossièrement ficelée une masse de pierre. Mais à côté, il y avait une feuille de papier déchirée sur laquelle quelques mots étaient griffonnés. Holmes y jeta un coup d'œil, puis me l'attendit. « Vous voyez » dit-il en levant les sourcils d'un air significatif. J'approchai la lanterne et je tressaillis d'horreur en lisant le signe des 4. « Au nom du ciel, qu'est-ce que tout cela signifie donc ?» demandai-je. « Un assassinat, » répondit-il en se penchant sur l'homme mort. « Ah, je m'y attendais. Regardez ici. » Son doigt désignait une sorte de longue épine noire fichée dans la peau, juste au-dessus de l'oreille. « Cela ressemble à une épine, dis-je. C'en est une. Vous pouvez la retirer.
Mais faites attention, elle est empoisonnée. Je la saisis entre le pouce et l'index. Elle se détacha très facilement, en ne laissant presque pas de traces. Seule une petite gouttelette de sang indiquait l'endroit de la piqûre. « Ce mystère me paraît insoluble, dis-je. Au lieu de s'éclaircir, il s'embrouille de plus en plus. »« Au contraire, répondit Holmes. L'affaire se simplifie à mesure. Il ne manque que quelques détails pour la compléter. » Depuis que nous avions forcé la porte, nous avions presque oublié Thaddeus. Il se tenait sur le seuil, il tordait ses mains, il gémissait. C'était une vivante image de la terreur. Mais soudain, un cri de rage lui échappa. « Le trésor n'est plus là !» dit-il. « Ils ont volé le trésor! Voilà l'ouverture par laquelle nous l'avons descendu! Je le sais, je l'ai aidé! Je suis la dernière personne qui l'ait vu! Il était dans sa chambre et je l'ai entendu verrouiller la porte derrière moi! » Quelle heure était-il alors? Il était 10 heures, et maintenant il est mort! Et la police va venir, et je serai soupçonné, suspecté, accusé! Oh oui, j'en suis sûr! Mais vous, messieurs, vous ne pensez pas que j'aurais pu? Vous ne pensez pas que c'est moi, n'est-ce pas? Je ne vous aurais pas amené ici, voyons! Au ciel! Au ciel, j'en deviendrai fou, je le sais! Il agitait les bras, il trépignait. Une sorte de panique frénétique le possédait tout entier. « Vous n'avez aucune raison d'avoir peur, monsieur Sholto, » dit Holmes gentiment en posant sa main sur son épaule. « Suivez mes conseils. Faites-vous conduire au poste de police. Racontez le meurtre et proposez votre aide. Nous attendrons ici votre retour. » Le petit homme acquiesça d'un air à moitié hébété, et nous l'entendîmes descendre l'escalier d'un pas trébuchant. « 6. Sherlock Holmes fait une démonstration. « Maintenant, Watson, nous voici avec une demi-heure devant nous, » dit Holmes en se frottant les mains. « Il s'agit d'en profiter. Mon dossier est, comme je vous l'ai dit, presque complet. Mais ne péchons pas par excès de confiance. Aussi simple que semble l'affaire à présent, elle peut avoir des ramifications souterraines. »« Simple » m'écriai-je. « Certainement, » dit-il avec l'air d'un professeur d'hôpital s'expliquant devant ses internes. « Asseyez-vous dans ce coin-là pour que l'empreinte de vos pas ne complique pas les choses. Bien. Au travail maintenant. Tout d'abord, comment ces gens sont-ils venus? La porte n'a pas été ouverte depuis la nuit dernière. Et la fenêtre? » Il l'éclaira avec la lanterne tout en faisant des observations qui, bien qu'articulées à haute voix, s'adressaient plutôt à lui-même qu'à moi. La fenêtre est fermée de l'intérieur. Le châssis est solide. Pas de gonds sur le côté. Ouvrons. Aucune gouttière dans le voisinage. Le toit est tout à fait inaccessible d'ici. Et pourtant, un homme est monté par la fenêtre, car il est tombé un peu de pluie la nuit dernière, et voici l'empreinte d'un pied boueux sur le rebord. Là se trouve une marque terreuse de forme circulaire. La voici encore sur le plancher, et à nouveau près de la table. Regardez ici, Watson. C'est vraiment une très jolie démonstration. Je me penchai sur l'empreinte bien nette d'une sorte de disque. Cela ne vient pas d'un pied, dis-je. C'est beaucoup plus précis et précieux que cela. C'est la marque d'un pilon de bois. Regardez sur le rebord, voilà une lourde botte aux talons larges et ferrés. À côté se trouve la marque de l'autre pied, mais circulaire cette fois. C'est l'homme à la jambe de bois. Exact. Mais il y eut quelqu'un d'autre, un allié très capable et très efficace. Voyons, pourriez-vous escalader cette façade, docteur? Je regardai par la fenêtre ouverte. La lune éclairait encore cette face de la maison. Le sol était à plus de 20 mètres. Et même en écarquillant les yeux, je ne pus distinguer le moindre point d'appui ni la moindre faille dans le mur de briques. Je secouai la tête en déclarant « C'est impossible !» Impossible tout seul, oui. Mais si vous aviez un ami à cette fenêtre, et si cet ami vous faisait descendre cette corde solide que je vois dans le coin, après l'avoir attachée à ce grand crochet dans le mur, je crois alors que, si vous étiez tant soit peu en forme, vous parviendriez à vous hisser jusqu'ici, jambes de bois comprises. Et vous repartiriez bien entendu de la même manière. Après quoi, votre allié remonterait la corde, la détacherait du crochet, fermerait la fenêtre, la verrouillerait de l'intérieur et enfin s'en irait par où il est venu. J'ajouterai un détail secondaire, poursuivit-il en tripotant la corde. Notre ami à la jambe de bois, bien que bon grimpeur, n'est pourtant pas un matelot. Il n'a pas les mains calleuses. Ma loupe montre plus d'une trace de sang, surtout vers la fin. J'en déduis qu'il s'est laissé glisser à une vitesse telle que ses mains en furent écorchées. Tout cela est très bien, dis-je, mais cette histoire est plus incompréhensible que jamais. Quel est donc cet allié mystérieux? Comment a-t-il pu pénétrer dans cette pièce? Ah, oui, l'allié, répéta Holmes d'un air songeur. Il apporta des éléments intéressants, cet allié. Grâce à lui, l'affaire sort de l'ordinaire.
Je crois bien que cet allié a introduit du neuf dans les annales criminelles de ce pays. Des cas similaires se présentent cependant à l'esprit, notamment en Inde et, si ma mémoire est bonne, en Seine-Gambie. Mais comment est-il venu? Insistai-je. La porte était verrouillée, la fenêtre était inaccessible. Serait-ce par la cheminée? La grille est trop petite, répondit-il. J'y avais déjà pensé. Alors quoi? Par où? Vous ne voulez donc pas appliquer mes principes? Combien de fois vous ai-je dit que, une fois éliminées toutes les impossibilités, l'hypothèse restante, aussi improbable qu'elle soit, doit être la bonne. Nous savons qu'il n'est venu ni par la porte, ni par la fenêtre, ni par la cheminée. Nous savons aussi qu'il n'était pas dissimulé dans la pièce, puisque celle-ci n'offre aucune cachette. D'où alors peut-il être venu? Par un trou dans le toit? M'écriai-je. Bien sûr, il faut que ce soit par là. Si vous aviez l'amabilité de me tenir cette lampe, nous pousserions nos recherches jusqu'à ce grenier secret où le trésor a été découvert. Il gravit l'escabeau et, après avoir pris appui de ses deux mains, il gravit l'escabeau et, après avoir pris appui de ses mains sur deux poutres, il se hissa dans le grenier. Là, s'aplatissant sur le ventre, il me débarrassa de la lampe pour que je puisse le suivre. La pièce avait à peu près 3,50 m de long sur 2 mètres de large. Le plancher était formé par des poutres, et il fallait sauter de l'une à l'autre car il n'y avait entre elles que des lattes minces. Le toit remontant en angle était évidemment la partie intérieure du vrai toit de la maison. La pièce était absolument vide. La poussière des ans reposait en couches épais sur le sol. « Et nous y voilà !» dit Sherlock Holmes, en mettant sa main sur le mur en pente. « C'est une tabatière qui donne sur le toit. Je puis la pousser. Le toit apparaît descendant en pente douce. Voici donc le chemin par lequel le numéro 1 est entré. Voyons si nous pouvons trouver d'autres marques qui l'identifieraient. » Il approcha la lampe du plancher, et pour la seconde fois cette nuit-là, je vis son visage prendre une expression de surprise choquée. Suivant son regard, je sentis ma peau se hérisser sous mes vêtements, car le plancher était couvert d'empreintes de pieds nus. Elles étaient claires, parfaitement délimitées, mais leur taille ne dépassait pas la moitié de l'empreinte d'un pied normal. « Holmes, murmurai-je, un enfant aurait donc fait cette chose horrible ?» Il avait tout de suite retrouvé sa maîtrise de soi. « J'ai été surpris sur le moment, dit-il. Pourtant il n'y a rien là que de très naturel. Ma mémoire a eu une défaillance, car j'aurais pu le prévoir. Nous n'avons plus rien à découvrir ici. Redescendons. » « Quelle est donc votre théorie concernant ces empreintes ?» interrogeai-je lorsque nous fûmes revenus dans la pièce du bas. « Mon cher Watson, analysez donc un peu vous-même, dit-il avec un soupçon d'impatience dans la voix. Vous connaissez mes méthodes, mettez-les en application. Il sera intéressant de comparer nos résultats. Je ne puis concevoir quoi que ce soit qui s'accorde avec les faits, répondis-je. Tout vous paraîtra bientôt très clair, jeta-t-il avec désinvolture. Je pense qu'il n'y a plus rien d'important ici, mais je vais m'en assurer. Il nettoya sa loupe, sortit son maître. Il se mit à parcourir la pièce à quatre pattes. Il mesurait, comparait, examinait, son long nez fin frôlant le parquet. Ses yeux enfoncés dans les orbites brillaient d'un éclat nacré. Ses mouvements étaient rapides, silencieux et furtifs, ceux d'un limier cherchant une piste. Et je ne pus m'empêcher de penser qu'il eût fait un bien dangereux criminel s'il avait tourné sa sagacité et son énergie contre la loi, au lieu de les exercer pour sa défense. Il n'arrêtait pas de murmurer inintelligiblement en travaillant. Finalement, il explosa en un grand cri d'allégresse. « Nous avons le hasard avec nous !» s'écria-t-il. « Nous ne devrions plus avoir d'ennui maintenant. Notre numéro 1 a eu la malchance de marcher dans la créosote. On peut apercevoir le contour de son petit pied ici, à côté de ce puits en gâchis. La bonbonne est cassée, comprenez-vous, et son contenu s'est répandu. »« Et alors ?» demandai-je. « Eh bien, nous le tenons, c'est tout. Je connais un chien qui suivrait une odeur aussi tenace au bout du monde. Nous le tenons. C'est aussi mathématique qu'une règle de 3. Mais qu'est-ce que j'entends? Les représentants accrédités de la loi, assurément. » D'en bas montaient des voix bruyantes, des pas lourds résonnèrent. La porte d'entrée se referma avec fracas. « Avant qu'ils arrivent, posez votre main sur le bras de ce pauvre garçon, » dit Holmes. « Maintenant là, sur sa jambe. Que sentez-vous » ? « Les muscles sont aussi durs que du bois, » répondis-je. « Tout à fait. Ils sont dans un état d'extrême contraction qui dépasse de beaucoup l'ordinaire rigor mortis. Ajoutez à cela la distorsion du visage, ce sourire d'Hippocrate ou risus sardonicus, comme l'appelaient les anciens. Quelle conclusion, docteur ? Mort provoquée par un alcaloïde végétal très puissant,
répondis-je sans hésiter. Une substance comme la strychnine qui provoquerait le tétanos. C'est aussi l'idée qui m'est venue, aussitôt que j'ai vu l'hypertension des muscles faciaux. En entrant dans la chambre, j'ai cherché tout de suite le moyen par lequel le poison avait pénétré dans le corps. J'ai découvert une épine qui avait été ou piquée ou projetée dans le cuir chevelu, mais en tout cas sans grande force. Vous observerez que si l'homme était assis droit dans son fauteuil, la partie atteinte faisait face au trou dans le plafond. Maintenant, examinez cette épine. Je m'en emparai avec précaution et la regardai à la lumière de la lanterne. Elle était longue, noire, pointue. Son extrémité paraissait vernissée, comme si une substance gommeuse y avait séché. La pointe émoussée avait été taillée et arrondie au couteau. « Est-ce une épine qu'on trouve en Angleterre » demanda-t-il. « Non, certainement pas. » Eh bien, avec toutes ces données, vous devriez pouvoir faire quelques inférences correctes. Mais voici les officiels. Les forces auxiliaires peuvent donc sonner la retraite. Comme il parlait, les pas se firent entendre bruyamment dans le couloir, et un homme trapu, sanguin, corpulent, vêtu d'un costume gris, pénétra lourdement dans la pièce. Il avait le visage gras, des paupières bouffies, les yeux très petits et clignotants filtraient un regard perçant. Immédiatement derrière lui, apparurent un inspecteur en uniforme et Taddeo Sholto, qui paraissait toujours aussi ému. « Bon Dieu, en voilà une affaire !» s'écria le gros homme d'une voix rauque et voilée. « Une belle histoire, oui. Mais qui sont ces gens? Ma parole, cette maison est aussi encombrée qu'un terrier. » « Je crois que vous pouvez me reconnaître, monsieur Attorney Jones, » dit Holmes tranquillement. « Ah, mais oui, bien sûr, » fit-il d'une voix essoufflée. « Monsieur Sherlock Holmes, le théoricien. Vous reconnaître, je n'oublierai jamais la petite conférence que vous nous avez faite à tous sur les causes, inférences et faits dans l'affaire du joyau de Bishopgate. C'est vrai que vous nous avez mis sur la bonne piste, mais vous admettrez bien maintenant que c'était plus par hasard que par l'effet d'une découverte véritable. Il suffisait d'un raisonnement très simple. Oh, allons, allons, il ne faut jamais avoir honte d'admettre la vérité. Mais ceci, ça l'affaire, hein? Des faits précis, n'est-ce pas? Pas de place pour les théories. Quelle chance j'ai eu de me trouver à Norwood pour une autre affaire. J'étais au commissariat quand la nouvelle est arrivée. D'après vous, de quoi l'homme est-il mort? Oh, c'est une affaire qui ne laisse aucune place pour les théories, dit Holmes sèchement. Non, non, mais enfin, on ne peut nier que vous touchez juste quelquefois. Mon Dieu, la porte était verrouillée, m'a-t-on dit. Un demi-million de joyaux disparus. Comment était la fenêtre? Fermée de l'intérieur, mais il y a des traces de pas sur le rebord. Bien, bien. Mais si elle était fermée, les pas n'ont rien à voir dans l'histoire. C'est une question de bon sens. L'homme est peut-être mort d'une attaque, seulement les joyaux manquent. Ah, j'ai une idée. J'ai parfois de ces éclairs. Laissez-moi, inspecteur, vous aussi, monsieur Sholto. Votre ami peut rester, Holmes. Dites-moi ce que vous pensez de ceci. Sholto a avoué de lui-même qu'il était hier soir avec son frère. Ce dernier meurt d'une attaque et Sholto part avec le trésor. Qu'en dites-vous? Après quoi le mort, craignant sans doute de s'enrhumer, s'est levé pour verrouiller la porte. Il y a une faille. Voyons, usons un peu de bon sens. Ce Taddeo Sholto était avec son frère, et il y eut une querelle. Cela nous le savons. Le frère est mort et les joyaux sont disparus. Nous savons aussi cela. Nul n'a vu le frère depuis le départ de Thaddeus. Le lit n'est pas défait, la victime ne s'est donc pas couchée. D'autre part, Thaddeus est de toute évidence dans un état d'esprit agité. Il est, voyons, disons, peu sympathique. Vous voyez que je suis en train de tisser ma toile. Le filet se resserre autour de lui. Vous n'êtes pas encore tout à fait en possession des faits, dit Holmes. Cet éclat de bois, que j'ai toutes les raisons de croire empoisonné, était fiché dans le cuir chevelu. La marque s'y trouve encore. Cette carte et l'inscription que vous pouvez y voir étaient sur la table à côté de ce curieux instrument formé d'un manche et d'une masse en pierre. Comment tout ceci s'applique-t-il à vos théories, à votre théorie? Chaque détail s'en trouve confirmé, au contraire, répliqua le gros détective pompeusement. La maison est pleine de curiosités des Indes. Thaddeus a pu apporter cet instrument. Il a pu également aussi bien que n'importe qui utiliser à des fins meurtrières cet éclat de bois, si celui-ci s'avère empoisonné. La carte est un truc, une fausse piste, probablement. La seule question est, comment est-il parti? Ah, évidemment, il y a un trou dans le plafond. Il bondit sur l'escabeau avec une vitesse surprenante pour un homme aussi corpulent, et il se fraya un chemin à travers l'ouverture. Puis, nous l'entendîmes annoncer triomphalement qu'il avait trouvé la tabatière. « Il peut découvrir quelque chose, » remarqua Holmes, en haussant les épaules. « Il a parfois des lueurs d'intelligence. »
Il n'y a pas de sots si incommodes que ceux qui ont de l'esprit. Vous voyez, dit Jones en redescendant les marches de l'escabeau. Les faits valent mieux que les théories, après tout. Mon opinion sur l'affaire se confirme. Il y a une tabatière qui est même entr'ouverte. C'est moi qui l'ai ouverte. Tiens, vous l'aviez donc remarqué, dit-il en baissant sa voix d'un ton. Quoi qu'il en soit, cela nous montre comment notre monsieur est sorti de la pièce. Inspecteur? Oui, monsieur, dit une voix dans le couloir. Demandez à monsieur Sholto de venir. Monsieur Sholto, mon devoir me commande de vous informer que tout ce que vous direz pourra se retourner contre vous. Au nom de la reine, je vous arrête, comme étant impliqué dans le meurtre de votre frère. Eh bien voilà! Est-ce que je ne vous l'avais pas dit? S'écria à notre adresse le pauvre homme en levant les bras. Ne vous inquiétez pas, monsieur Sholto, dit Holmes. Je vous promets d'apporter la preuve de votre innocence. Ne faites pas trop de promesses, monsieur le théoricien, coupa le détective officiel d'un ton cassant. Ne promettez pas trop, vous pourriez éprouver plus de difficultés que vous ne le pensez à tenir vos engagements. Non seulement je le laverai de tout soupçon, monsieur Jones, mais je vais, dès à présent, vous faire un cadeau. Le nom et la description de l'une des deux personnes qui pénétrèrent ici la nuit dernière. J'ai toute raison de croire qu'il s'appelle Jonathan Small. C'est un homme peu instruit, petit, agile, et qui a perdu sa jambe droite. Il porte un pilon de bois dont le côté intérieur est usé. Sa botte gauche possède une semelle épaisse et carrée avec un fer au talon. C'est un ancien condamné, d'âge moyen, à la peau très brunie. Ces quelques indications vous aideront peut-être. J'ajouterai encore que la paume de ses mains est ensanglantée. Quant à l'autre homme... Oh, l'autre homme demanda Jones en ricanant. Il était néanmoins visible que les manières précises de Holmes l'avaient impressionné. C'est un être plutôt curieux, dit mon ami en tournant les talons. J'espère pouvoir vous les présenter tous deux d'ici très peu de temps. J'ai un mot à vous dire, Watson. Il me conduisit vers l'escalier pour me chuchoter. Cet événement imprévu nous a plutôt fait perdre de vue la raison première de notre voyage. J'étais en train d'y penser, répondis-je. Il n'est pas bon que mademoiselle Morstan reste dans cette maison de malheur. Non, vous allez la raccompagner. Elle vit chez madame Cecil Forrester, dans le Lower Camberwell. Ce n'est donc pas très loin. Je vous attendrai ici si vous voulez revenir. Mais peut-être serez-vous trop fatigué? Absolument pas. Je serais incapable de me reposer avant d'en savoir davantage sur cette affaire fantastique. Je connais déjà la vie sous un certain nombre de ses aspects, et non des plus tendres, mais je vous jure que cette succession rapide de coups de théâtre m'a brisé les nerfs. Tout de même, j'aimerais bien aller avec vous jusqu'au bout, puisque je suis déjà si loin. Votre présence m'aidera beaucoup, répondit-il. Nous allons laisser ce Jones se satisfaire de tous les vessies qu'il voudra prendre pour des lanternes, et travailler seul. J'aimerais que vous alliez au numéro 3, Pinchin Lane, à Lambeth, près du bord de l'eau, lorsque vous aurez reconduit mademoiselle Morstan. La troisième maison sur la droite est celle d'un empailleur d'oiseaux. Il s'appelle Sherman. Vous verrez à la fenêtre une belette tenant un lapin. Donnez mon meilleur souvenir à ce vieux Sherman, et dites-lui que j'ai besoin de Toby tout de suite. Vous le ramènerez avec vous dans la voiture. Un chien, j'imagine? Oui, un curieux bâtard doué d'un odorat étonnant. Je préférerais l'aide de Toby à celle de tout Scotland Yard. Bon, je vous ramènerai Toby. Il est 1 heure du matin. Je devrais être de retour avant 3 heures si je peux changer de cheval. Et moi, dit Holmes, je vais voir ce qu'il y a à tirer de madame Murstone et du serviteur hindou. Ce dernier dort dans la mansarde à côté, m'a dit M. Thaddeus. Puis j'étudierai les méthodes de Jones, le grand détective en écoutant ses sarcasmes peu subtils. Wir sind gewohnt, dass die Menschen verhöhnen, was sie nicht verstehen. Goethe est décidément toujours plein de sève. Et en français, ça veut dire « On se moque toujours de ce que l'on ne comprend pas ». Et c'est donc la fin du chapitre 6. Nous passons à la pause. Pfiou! Ça fait quand même des assez longues parties de lecture. Peut-être que je ferai des pauses entre les chapitres très courtes les prochaines fois, je sais pas. Je sais pas trop. J'espère que cette partie vous a plu. C'est vrai que malheureusement j'ai assez peu de choses à dire concernant mon avis, mon opinion sur ce que je lis. Dans le sens où je trouve que ça ressemble vraiment à, pour le coup, à l'image
entre guillemets mythique que je me fais enfin légendaire, ouais, enfin ouais, que je me fais de Sherlock Holmes. Là, je trouve qu'on est vraiment pile poil dans l'image qu'on voit dans les séries, dans les jeux vidéo, etc. Et je reconnais énormément le Sherlock Holmes qu'on a pu voir par exemple dans le jeu Sherlock Holmes Crimes and Punishment. Là où lorsque j'avais fait la lecture du Chien des Baskerville, j'avais un peu moins cette impression. Donc ça doit dépendre des goûts de chacun, ça doit dépendre de l'enquête en cours, selon qu'elle vous happe ou non. Mais c'est vrai que là j'ai beaucoup plus de facilité à rentrer dedans et je suis beaucoup plus en admiration entre guillemets devant l'érudition et le génie de Holmes, malgré son côté méprisant, pardon. C'est marrant de voir qu'il mouche un petit peu l'inspecteur qui fait n'importe quoi, etc. D'ailleurs, c'est marrant parce que moi, cette scène, ça me fait penser à Ace Ventura, détective pour animaux, avec Jim Carrey, voilà. Et Jim Carrey qui pareil, explique toute une scène de crime aux inspecteurs qui se foutent de sa gueule. Et il y a toujours un côté très satisfaisant de voir un peu Lulu Berlu, de voir un peu le mec, on va dire, qui sort des clous, qui est un petit peu original et qui se fait un petit peu moquer pour ses facéties, finalement être celui qui a raison et arriver à démontrer par A plus B et par une démonstration si frappante et si limpide qu'elle ne peut juste qu'être acceptée par tout le monde et sécher tout le monde. Donc il y a toujours un petit plaisir comme ça malin à cela. J'ai le livre avec moi et je n'ai pas la même traduction du tout. Intéressant. Ah bah ça de toute façon ouais c'est clair que c'est tellement des gros classiques que je suppose qu'il doit y avoir énormément de versions. Je pense. Ça s'écoute bien en tout cas. Ouais, je suis d'accord avec toi Zika. Enfin, ça s'écoute bien. Je vais pas dire que je lis bien ou quoi que ce soit, mais je trouve que c'est très fluide dans le style. Ça, je crois que je l'avais déjà dit dans le Chien des Baskerville pour le coup. Je trouve que c'est tout à fait logique en fait que ça ait pris enfin que ce soit beaucoup transposé pardon en série, parce que je trouve que ça a vraiment un ton feuilletonnant en fait. Il y a vraiment ce truc de on fait une étape, on pose une graine pour l'étape d'après, on développe la graine, on repose une graine pour l'étape d'après. Donc il y a vraiment ce truc de je viens de chercher à chaque fois. Le lecteur, le spectateur est toujours maintenu dans une forme de tension comme ça. Et je pense que vous savez, je sais plus comment on appelle ça, je crois que c'est le parcours de la récompense ou un truc comme ça. Vous savez, le truc qui déclenche dans votre cerveau l'hormone qui fait que vous êtes satisfait, qui fait que vous êtes content. Je crois que c'est le parcours, je crois que ça s'appelle comme ça. Je sais plus. Mais en tout cas, je pense que ça marche très bien dans ce format-là. Parce qu'il y a vraiment ce truc de on nous pose un problème, on résout le truc de manière géniale et un petit peu inattendue. Du coup, ça nous satisfait grandement. Et puis, on te laisse quand même encore un petit problème pour que, juste après être satisfait, tu sois ah, mais je veux savoir la suite. Enfin, voilà. Je pense que c'est pour ça que ça marche très bien et que ça a ce côté si moderne du feuilleton, parce que littéralement toutes les séries policières actuelles sont basées sur le même format que Sherlock Holmes, je trouve. Partage-nous tes hypothèses, sinon, nous dit le bosquet de Kain. Ouah, alors autant sur Sherlock Holmes, Crimes and Punishments, le jeu vidéo, j'arrivais à peu près à lancer des hypothèses et voilà. Autant là, franchement, j'ai beaucoup plus de mal. Là, perso, je préfère me laisser porter par le récit. J'arrive pas du tout à prendre du recul et à faire mes propres hypothèses pour le coup. Mais si vous voulez théoriser, n'hésitez pas. Et oui, en effet, il y a Toby le chien. C'est marrant, c'est pareil, parce que
Il y a plein de personnages dans le jeu vidéo dont je n'avais absolument pas connaissance dans l'entourage de Sherlock Holmes et qu'on n'avait pas rencontré, si je ne m'abuse, dans Le Chien des Baskerville. Donc c'est marrant de rencontrer d'autres personnages éminents. J'ai du mal à trouver mes mots. Éminents de la légende holmesienne. Ça se dit pas, mais bon, bref. J'ai quand même très chaud, hein. Je pensais que ça s'était bien calmé, et en effet, ça s'est bien calmé, parce qu'on a dû perdre quand même 5-6 degrés. Mais même 5-6 degrés en moins, ça fait quand même ça fait quand même près de 30, hein. Donc je suis quand même pas au mieux de ma forme. Ah, ouais. Alors je vais pas le lire, je vais pas le lire à voix haute, le Bosquet de Kain, pour pas forcément spoiler les gens qui suivraient en rediff. Mais c'est vrai que peut-être le fait que nos deux frères soient jumeaux n'est pas quelque chose à prendre à la légère. C'est très possible. Très très possible. Moi, ce qui m'étonne, surtout avec ce bouquin, c'est que il est pas très gros. On va le finir en 4 lives et on en est déjà à la moitié du deuxième. Et je me dis... Enfin, j'ai l'impression qu'on est... alors, Holmes, il présente tout le temps les choses comme s'il avait déjà tout compris et qu'il était déjà... comme s'il était déjà très très près de résoudre l'affaire. Donc faut pas forcément se fier à ce qu'il peut dire. C'est son côté un peu vantard. Mais c'est vrai que le texte est relativement court et j'ai l'impression qu'on est pas si loin dans l'affaire. Parce que ces mystérieuses signatures, ces mystérieux papiers retrouvés avec le signe des 4, pour le coup j'ai l'impression qu'on n'a aucun indice là-dessus. Alors que c'est le but, quoi. Mais bon, en même temps, ce sera certainement la révélation finale. Donc ouais, je me demande vraiment comment ça va se développer, comment ça va se construire jusqu'à la fin, jusqu'à la résolution de l'enquête. Pour le moment, j'ai pas l'impression qu'on est vraiment... Je veux dire que pour le moment, c'est une enquête sympathique, mais j'ai pas l'impression de voir quelque chose qui sort vraiment de l'ordinaire, qui nous prenne totalement dépourvu. Je dirais juste que c'est bien mené et que c'est sympa. Mais je vois pas... Enfin si, il a déjà fait preuve de génie et d'érudition avec les indices qu'il a trouvés, mais... Je me demande justement comment ils vont déceler le complot du signe des 4, quoi. Parce que là, en soi, t'as presque l'impression que ils trouvent plein d'indices sur plein de choses, mais que le signe des 4, ça reste totalement flou. Donc ouais, je suis assez curieux de voir comment tout ça va se rattacher. Le prochain chapitre est un chouïa plus long, il fait quasiment 20 pages à lui tout seul. Donc je vais le lire d'une traite, et ça mettra fin au live de ce soir. Grosso modo, j'ai fait à peu près pour que ça soit 40 pages à chaque live sur cette œuvre. D'ailleurs, c'est marrant qu'il y ait eu une citation de Goethe juste avant, puisque l'un des textes que j'ai acheté pour l'année de lecture à venir, c'est du Goethe. Donc, que j'ai très hâte de lire d'ailleurs. Et je sais pas du tout quand est-ce qu'on va le lire. Je pense qu'on va justement peut-être le lire après Sherlock Holmes, je sais pas trop. Parce que j'ai envie d'enchaîner avec un autre texte un peu court. Ah, je sais pas. On pourrait faire ça, mais ça va être certainement très 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 triste. Mais en même temps, j'ai très hâte de découvrir Goethe. Et après ça, il y a aussi... Ouais, il y a aussi... La vie d'un chat, je sais plus comment c'est le titre. Et il y a aussi... Enfin, de toute façon, il y en a 8, mais... Il y a aussi Innsmouth, donc Lovecraft. Je me disais que Lovecraft, je le garderais bien pour à peu près la période d'Halloween. Un truc comme ça. Je pense qu'on va faire ça. Je pense qu'on va faire ça, on va se garder Lovecraft pour la période d'Halloween, ce sera pas mal. Enfin bon bref, j'essaie d'organiser un petit peu dans ma tête où est-ce qu'on va aller avec les prochaines lectures. Bon par contre c'est super embêtant, je sais pas pourquoi, ça m'embête très beaucoup. Je sais pas pourquoi je peux pas voir la liste des utilisateurs, je peux pas voir la liste des gens qui me regardent en live alors que d'habitude je peux. Donc ça m'embête. Enfin bon c'est pas très grave. Je change le titre du live et on est reparti pour la suite et fin de la lecture de ce soir.
Pfiou. Allez, je me relance avant de mourir de chaud. Avant que ce soit justement insupportable. C'est marrant parce que aucun rapport, mais j'y ai pensé comme ça pendant la lecture. J'ai l'impression de pas faire les voix du tout comme d'habitude. Genre j'ai un peu des stéréotypes d'habitude. J'ai un peu des stéréotypes, genre quand je fais une voix de vieille, de vieux, etc. Je sais exactement comment je vais la faire à peu près, quoi. Je sais exactement à peu près, oui, je sais, ça va pas ensemble. Mais là, c'est étrange. Je sais pas pourquoi je suis parti sur des voix différentes de ce que j'aurais fait d'hab. Et du coup, il va falloir que je réussisse à les coller, ça va être pas évident. Yo, Black Butler Life, bienvenue sur ce live, merci de nous rejoindre. Merci de nous rejoindre, j'allais reprendre la lecture. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Zikael, Petit Poulpe Dissident, Jumpy, le Bosquet de Kine, Black Butler. Ça va très bien, merci, et toi? Je vous souhaite une bonne écoute à tous. On est parti pour le chapitre 7 qui clôturera ce live. Et je vous dis à tout à l'heure pour l'outro, les amis. Bonne écoute également à ceux qui me regardent dans l'ombre et à ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. À tout à l'heure. 7. L'épisode du tonneau. La police avait amené une voiture. Je la pris pour ramener Mademoiselle Morstan chez elle. Selon la manière angélique des femmes, elle avait tout supporté aussi longtemps qu'il lui avait fallu réconforter quelqu'un de plus faible qu'elle. Je l'avais trouvée placide et souriante aux côtés de la femme de charge qui n'était pas revenue de ses frayeurs. Mais dans la voiture, elle défaillait et fondit en larmes, tant les aventures de cette nuit l'avaient ébranlée. Elle m'a dit depuis qu'elle m'avait trouvé froid et distant pendant ce voyage. Quel combat pourtant se livrait dans mon cœur, et quels efforts dus-je faire pour me contenir. Mon amour et mon amitié s'élançaient vers elle, tout comme dans le jardin ma main avait cherché la sienne. Des années d'une vie conventionnelle ne m'auraient pas mieux révélé sa nature douce et courageuse que ces quelques heures étranges. Cependant, les mots affectueux ne passaient pas ma bouche. Deux pensées la scellaient. D'abord, elle était faible, sans défense, avec l'esprit désemparé. Serait-il correct d'imposer à un tel moment mon amour? Par ailleurs, elle était riche. Si les recherches de Holmes aboutissaient, elle deviendrait une héritière enviée. Était-il juste, était-il honorable, qu'un chirurgien en demi-solde tirât un tel avantage d'une intimité dont le hasard était seul responsable? Ne pourrait-elle me prendre alors pour un vulgaire aventurier? Qu'une telle idée pût lui traverser l'esprit m'était intolérable. Entre nous se dressait le trésor d'Agra, obstacle insurmontable. Il était près de 2 heures quand nous arrivâmes chez madame Forrester. Les domestiques avaient depuis longtemps quitté leur service, mais le message reçu par mademoiselle Morstan avait tant intrigué madame Forrester qu'elle avait veillé. Elle nous ouvrit la porte elle-même. C'était une femme gracieuse d'un certain âge. Elle accueillit la jeune fille d'une voix maternelle et passa tendrement son bras autour de sa taille. Je pris plaisir à constater qu'elle n'était pas une simple gouvernante salariée, mais une amie estimée. Je fus présenté et aussitôt madame Forrester me pria d'entrer et de lui raconter nos aventures. Mais je lui expliquai l'importance de ma mission et promis avec sincérité de venir les instruire des progrès que nous pourrions faire. Tandis que la voiture s'éloignait, je me retournai vers elle. Il me semble encore voir leur petit groupe sous le porche, les 2 gracieuses silhouettes enlacées, la porte entr'ouverte, la lumière de l'entrée brillante à travers la vitre de couleur, le baromètre et la rampe d'escalier luisante. Cette image, même fugitive, d'un tranquille intérieur anglais, était un entracte reposant dans cette sombre affaire. Plus j'y réfléchissais d'ailleurs, plus elle me paraissait compliquée. Je repassai en revue les événements dans leur ordre chronologique. Pour ce qui était du problème original, il était maintenant assez clair. La mort du capitaine Morstan, l'envoi des perles, l'annonce dans le journal, la lettre, autant de détails débrouillés. Mais nous n'en avions pas moins été conduits vers un mystère encore plus profond et beaucoup plus tragique. Ce trésor des Indes, la curieuse carte trouvée dans les bagages du capitaine, l'apparition au moment de la mort du major Sholto, la redécouverte du trésor et celle-ci immédiatement suivie du meurtre de son auteur, les circonstances fort singulières entourant le crime, les marques de pas, l'arme inusitée, les mots sur la feuille de papier qui correspondaient avec la carte du capitaine. Il y avait de quoi donner sa langue au chat pour tout homme moins doué que Sherlock Holmes. Pinchin Lane était un alignement de douteuses maisons de briques à 2 étages, dans le bas quartier de Lambeth. Il me fallut frapper assez longtemps au numéro 3 pour obtenir un résultat. La lueur d'une bougie filtra enfin derrière le volet, et un visage regarda par la fenêtre supérieure. « Alors, du vent, Poivreau !»
gronda une voix. Si tu n'arrêtes pas ton tapage, je lâche mes 43 chiens à tes trousses. C'est exactement ce que je suis venu chercher. Si vous vouliez en laisser sortir un. Va te faire voir ailleurs, répondit la voix. J'ai là un bon morceau de fonte. Du diable si je ne te l'envoie pas sur la tête. Mais il me faut un chien, criai-je. Pas de discussion, hurla M. Sherman. Du balai, maintenant. Je compte jusqu'à 3 et je balance ma fonte. Monsieur Sherlock Holmes, commençai-je. Le nom eut un effet magique. La fenêtre se referma instantanément, la porte fut déverrouillée et ouverte dans la minute qui suivit. M. Sherman était un long vieillard efflanqué, aux épaules tombantes, au cou noueux. Il portait des lunettes teintées de bleu. Les amis de M. Sherlock Holmes sont toujours les bienvenus, prononça-t-il. Entrez donc, monsieur. Ne vous approchez pas du blaireau. Il mord. Ah, méchante, méchante. Tu voudrais attraper le monsieur, hein? Cette dernière phrase s'adressait à une hermine passant sa tête à vide et ses yeux rouges à travers les barreaux de sa cage. Ne vous occupez pas de celui-là, continua-t-il. C'est seulement un lézard. Il n'a pas de croc. Je le laisse en liberté car il chasse les scarabées. Il ne faut pas m'en vouloir si je ne vous ai pas trop bien reçu tout à l'heure. Je suis un peu la tête de turc des gamins, et ils viennent souvent m'embêter. Que désire monsieur Sherlock Holmes? Un de vos chiens. Toby, je parie. Oui, c'est bien Toby. Il habite au numéro 7, ici à gauche. Élevant sa bougie, il avança lentement parmi la curieuse faune qu'il avait rassemblée autour de lui. À la lueur incertaine et dansante de la flamme, je vis sortant de chaque fente ou recoin des yeux vifs qui nous regardaient. Même les poutres au-dessus de nos têtes étaient parées de volailles d'allure solennelle qui, dérangées dans leur sommeil, changeaient paresseusement de position d'une patte sur l'autre. Toby était vraiment laid. Il avait les oreilles pendantes, le poil long, et il marchait avec un dandinement très disgracieux. Moitié épagnol, moitié berger, il avait le poil blanc et roux. Il accepta, avec quelque hésitation, le morceau de sucre que le vieux naturaliste m'avait remis. Puis, ayant ainsi conclu un pacte, il me suivit jusqu'à la voiture, et ne fit pas de difficulté pour m'accompagner. L'horloge du palais sonnait 3 heures lorsque je me retrouvai à nouveau à Pondicherry Lodge. J'appris que l'ancien champion de boxe McMurdo avait été arrêté pour complicité, et que M. Sholto et lui avaient été conduits au commissariat. 2 agents gardaient l'étroite entrée, mais ils me laissèrent passer avec le chien lorsque je mentionnai le nom du détective. Holmes se tenait devant le porche, fumant sa pipe, les mains dans ses poches. « Ah, vous l'avez amené, dit-il. En voilà un bon chien. Athelney Jones est parti. Il y a eu un formidable déploiement d'activité depuis votre départ. Il a mis en arrestation non seulement notre ami Thaddeus, mais le portier, la femme de charge et le serviteur hindou. Nous avons le champ libre, à part l'agent là-haut. Laissez le chien ici et remontons. » J'attachai Toby à la table dans l'entrée et le suivis. La pièce était telle que nous l'avions laissée, sauf qu'un drap avait été jeté sur la victime. Un brigadier de police, à l'air fatigué, s'était adossé dans un coin. « Prêtez-moi votre lanterne, brigadier, » dit mon compagnon. « Maintenant, attachez-la avec ce bout de ficelle autour de mon cou, afin qu'elle pende devant moi. »« Merci. Il me reste à enlever chaussures et chaussettes. Vous les porterez en bas, Watson. Je m'en vais faire un peu d'escalade. Trempez donc mon mouchoir dans la créosote. C'est parfait. Maintenant, montez un instant avec moi dans le grenier. » Nous nous hissâmes à travers l'ouverture. Holmes approcha à nouveau la lumière des empreintes de pas dans la poussière. « Je voudrais que vous examiniez attentivement ces marques, dit-il. Voyez-vous quelque chose qui vaut la peine d'être remarqué? Elles appartiennent à un enfant ou à une petite femme, dis-je. Mais en dehors de leur taille, n'y a-t-il rien d'autre? Elles ressemblent à n'importe quelle autre empreinte de pas. Absolument pas. Regardez ici. Voici l'empreinte d'un pied droit. À présent, j'imprime mon pied dans la poussière à côté. Quelle est la différence essentielle? Vos doigts sont tous resserrés. L'autre empreinte montre chacun des doigts de pied distinctement séparés des autres. Exactement. Voilà l'important. Souvenez-vous-en. Maintenant, ayez l'amabilité d'aller près de cette fenêtre et d'en sortir le rebord. Je reste ici, car ce mouchoir dans ma main pourrait brouiller la piste. Je fis ce qu'il me demandait, et je perçus immédiatement une forte odeur de goudron. C'est donc là où il a mis son pied en sortant. Si vous pouvez sentir sa trace, je pense que Toby n'aura pas de difficulté. Descendez maintenant, lâchez le chien et venez voir l'acrobate. Le temps d'arriver dans le jardin, Sherlock Holmes était parvenu sur le toit, et je pouvais le suivre comme un énorme ver luisant, rampant très lentement le long de la crête. Je le perdis de vue derrière un groupe de cheminées, mais il réapparut bientôt pour s'épanouir à nouveau de l'autre côté.
Je fis le tour de la maison et le retrouvai assis tout au bord, à l'angle du toit. « Est-ce vous, Watson » cria-t-il. « Oui. Voilà l'endroit. Quelle est cette masse noire juste en bas ?»« Un tonneau d'eau. Avec un couvercle dessus ?»« Oui. Pas de trace d'une échelle ?»« Non. Quel diable d'homme. C'est un chemin à se rompre 20 fois le cou, mais je dois pouvoir descendre par où il est monté. La gouttière semble solide. En tout cas, allons-y. » Il y eut un frottement de pieds, et la lanterne commença de descendre régulièrement sur le côté du mur, puis, d'un saut léger, il parvint sur la barrique, et de là, atterrit. « C'était une piste facile, » dit-il en remettant ses bas et ses chaussures. Les tuiles étaient déplacées tout au long de la course. Dans sa hâte, il a laissé tomber ceci, qui confirme mon diagnostic, comme vous dites, vous autres médecins. L'objet qu'il me présentait avait l'aspect d'un petit portefeuille ou cartouchière fait d'une sorte de jonc coloré, tressé et décoré de quelques pierres de couleur. Par la taille et la forme, il rappelait un étui à cigarette. À l'intérieur, il y avait une demi-douzaine d'épines en bois sombre dont l'une des extrémités était pointue, l'autre arrondie. Elles étaient identiques à celles qui avaient frappé Bartholomew Sholto. « Ce sont des armes infernales, » dit-il. « Faites attention de ne pas vous piquer. Je suis très content de les avoir en ma possession, car c'est probablement toute sa réserve. Il y a moins à craindre que l'un de nous en reçoive une prochainement dans la peau. Pour ma part, je préférerais encore recevoir une balle explosive. Êtes-vous d'attaque pour une randonnée de 10 kilomètres, Watson ? » ?»« Certainement, répondis-je. Votre jambe ira-t-elle jusqu'au bout ? » ?»« Oh oui. »« Ah, vous voilà, mon chien, brave vieux Toby. Flaire, Toby, renifle-le. » Il mit sous le nez du chien le mouchoir imbibé de créosote. Toby se tint immobile, les pattes écartées, la tête inclinée sur le côté d'une façon tout à fait comique, comme un connaisseur reniflant le bouquet d'un cru fameux. Puis Holmes jeta le mouchoir au loin, attacha une corde solide au collier de la bête et la mena à côté du tonneau. Le chien poussa immédiatement une série de glabissements aigus, et le nez au sol, la queue en l'air, prit la piste à une allure si endiablée que, même freiné par sa laisse, il nous obligea de marcher aussi vite que possible. À l'est, le ciel s'était éclairci peu à peu, et la lumière froide et grise de l'aube nous permettait de voir à quelque distance. L'énorme maison carrée se dressait derrière nous, avec ses hautes fenêtres vides et ses grandes façades nues. Notre route conduisit tout droit à travers un terrain bouleversé de tranchées et de trous qu'il nous fallut franchir. Avec ses monticules de terre éparpillés et ses arbustes malingres, toute cette propriété avait un aspect de mauvais augure qui s'accordait bien avec la tragédie qui s'était abattue sur elle. Atteignant le mur d'enceinte, Toby se mit à l'allonger, gémissant impatiemment dans l'ombre. Il s'arrêta finalement dans un angle que masquait un jeune être. À l'intersection des murs, plusieurs briques avaient été descellées. Les marches ainsi faites avaient dû être fréquemment utilisées à en juger par leur aspect usé et poli. Holmes grimpa sur le faîte, puis, prenant le chien que je lui tendais, il le laissa retomber de l'autre côté. « Voilà la main de l'homme à la jambe de bois, » remarqua-t-il, tandis que je le rejoignais au faîte du mur. « Voyez-vous les légères traces de sang sur ce plâtre blanc ? Quelle chance qu'il n'y ait pas eu de fortes averses depuis hier. L'odeur aura persisté sur la route en dépit de leurs 28 heures d'avance. » J'avoue que, personnellement, j'avais des doutes. Sur cette route de Londres, la circulation avait dû être intense dans l'intervalle. Cependant, mon scepticisme fut vite balayé. Sans jamais hésiter ni faire d'écart, Toby trottait à sa manière dégingandée. L'odeur entêtante de la créosote devait dominer toutes les autres. « N'allez pas imaginer, » dit Holmes, « que mon succès dépend du pur hasard qui a voulu que l'un de ces individus posât le pied dans la créosote. J'en sais assez maintenant pour retrouver leurs traces de plusieurs façons. Celle-ci est la plus facile, et j'aurais tort de la négliger puisque la chance l'a mise entre nos mains. Toutefois, elle prive l'affaire d'un savant petit problème intellectuel qu'elle promettait tout à l'heure de me poser. J'avoue que, sans cette indication vraiment trop évidente, il y aurait eu du mérite à percer l'énigme. Mais là où il y a du mérite et à revendre, c'est dans la manière dont vous conduisez cette affaire, dis-je. Je vous assure que je suis encore plus émerveillé que lors du meurtre de Jefferson Hope. Cette affaire me semble encore plus profonde et inexplicable. Comment, par exemple, avez-vous pu décrire avec une telle assurance l'homme à la jambe de bois ? C'est la simplicité même, mon cher ami. Je ne cherche pas à faire du théâtre, moi. Tout est patent, tout est fait dans les faits. Pardon, tout est patent, tout est dans les faits. Deux officiers qui commandent un pénitencier apprennent un secret important à propos d'un trésor caché. Une carte est tracée à leur intention par un Anglais du nom de Jonathan Small.
Souvenez-vous que nous avons vu ce nom sur le plan qui se trouvait dans les affaires du capitaine Morstan. Jonathan Small l'a signé en son nom et au nom de ses associés, le signe des 4. Telle était la désignation quelque peu dramatique qu'il avait choisie. À l'aide de ce plan, les officiers, ou peut-être l'un d'eux seulement, s'emparent du trésor et le ramènent en Angleterre, mais sans remplir, supposons-le, certaines obligations en échange desquelles le plan leur avait été remis. Et maintenant, pourquoi Jonathan Small ne s'était-il pas emparé lui-même du trésor? La réponse est évidente. Le plan est daté d'une époque où Morstan se trouvait en contact avec des forçats. Jonathan Small n'a pas pris le trésor parce que ni lui ni ses associés, tous forçats, ne pouvaient se rendre à la cachette pour le récupérer. Mais c'est une simple hypothèse. C'est la seule qui jusqu'ici cadre avec les faits. C'est donc plus qu'une hypothèse. Voyons si elle continue de cadrer avec la suite. Pendant quelques années, le major Sholto vit dans la paix et le bonheur que lui apporte la possession du trésor. Puis, il reçoit une lettre des Indes qui lui cause une grande frayeur. Que pouvait-elle contenir? Elle disait que les hommes qui l'avaient trahi avaient été relâchés, ou qu'ils s'étaient évadés. Et cette éventualité est la plus probable, car elle connaissait la durée de leur peine, et si celle-ci était arrivée à terme, il n'en aurait pas été surpris. Que fait-il au contraire? Il cherche à se protéger. Il craint par-dessus tout un homme à la jambe de bois, un homme blanc, notez-le, puisqu'il va jusqu'à tirer par erreur sur un commis voyageur anglais. Bien. Sur le plan, il n'y a qu'un nom. Les autres sont hindous ou mahométans. C'est pourquoi nous pouvons affirmer avec confiance que l'homme à la jambe de bois et Jonathan Small sont la même personne. Le raisonnement vous paraît-il avoir quelques défauts? Non, il est clair et précis. Bon, maintenant mettons-nous à la place de Jonathan Small. Voyons les choses de son point de vue. Il vient en Angleterre avec 2 buts. Reprendre ce qu'il considère comme son bien, et se venger de l'homme qui l'a trahi. Il découvre où s'est établi Sholto, et il est fort possible qu'il ait lié connaissance avec quelqu'un dans la maison. Il y a par exemple ce Lalrao, le maître d'hôtel. Madame Burston m'en a fait une description qui n'est guère élogieuse. Cependant, Small ne peut découvrir où le trésor est caché, car personne ne le sait. Personne, sauf le major et un fidèle serviteur mort depuis. Small apprend soudain que Sholto est sur son lit de mort. Pris de panique à l'idée que le secret du trésor pourrait être enseveli avec lui, il échappe à la surveillance des serviteurs et parvient jusqu'à la fenêtre derrière laquelle le major agonise. Seule la présence des 2 fils l'empêche d'entrer. Sa haine contre le mort le rend fou. Il pénètre dans la chambre pendant la nuit et il fouille les papiers secrets dans l'espoir de découvrir quelques documents ayant trait au trésor. Finalement, il laisse un souvenir de sa visite au moyen des mots inscrits sur la carte. Il avait sans doute prévu que s'il lui advenait de tuer le major, il laisserait ce genre de marque pour indiquer qu'il ne s'agissait pas d'un meurtre banal, mais d'un acte de justice, du moins du point de vue des 4 associés. Des idées aussi étranges et baroques sont assez communes dans les annales du crime. Elles offrent généralement d'utiles indications quant à la personnalité du criminel. Me suivez-vous bien? Très bien. Maintenant, que pouvait faire Jonathan Small? Rien d'autre que d'observer discrètement les efforts entrepris pour trouver le trésor. Peut-être quitta-t-il l'Angleterre pour n'y revenir que de temps en temps? Mais survient la découverte du grenier. Il en est immédiatement informé. À nouveau, nous constatons la présence d'un allié dans la place. Jonathan est incapable, avec sa jambe de bois, d'atteindre la chambre si haut perché de Bartholomew. Alors, il emmène un complice assez mystérieux qui escalade bien, mais trempe son pied nu dans la créosote. D'où Toby, et pour un officier en demi-solde avec un tendon d'Achille endommagé, une claudication sur 10 kilomètres. Mais c'est le complice, et non Jonathan qui a commis le crime. C'est exact. Et Jonathan en fut plutôt furieux, si j'en juge par la façon dont il arpenta la pièce quand il y fut parvenu. Il n'avait ni haine ni rancune contre Bartholomew Sholto. Il aurait préféré simplement le bâillonner et le ligoter. Il ne tenait pas du tout cet homme à se mettre la corde au cou. Mais il n'avait pu empêcher les instincts sauvages de son complice de se donner libre cours. Le poison avait fait son œuvre. Jonathan laissa donc sa signature, fit descendre le trésor jusqu'au sol et prit le même chemin. Tel a été l'enchaînement des événements pour autant que j'ai pu les déchiffrer. Quant à son allure personnelle, il doit être évidemment d'un certain âge, et fort bruni puisqu'il a purgé sa peine dans un four tel que les Andaman. Sa taille, je l'ai aisément calculée d'après la longueur de ses enjambées, et nous savons qu'il portait la barbe. Son système pileux fut la seule chose qui impressionna Tadeo Sholto quand il le vit à la fenêtre. À part cela, le complice. Eh bien, il n'y a pas grand mystère à cela. Mais bientôt vous saurez tout. Comme l'air du matin est doux,
Regardez ce petit nuage, il flotte comme une plume rose détachée de quelque gigantesque flamand. Maintenant, le bord rouge du disque solaire se hisse au-dessus de la couche de nuages qui surplombe Londres. Ce soleil brille pour un bon nombre de gens, mais aucun, je parie, n'accomplit une mission plus étrange que la nôtre. Comme nous nous sentons petits, avec nos ambitions aussi mesquines que nos efforts, en présence des grandes forces élémentaires de la nature. Êtes-vous bien avancé dans votre Jean-Paul? Assez. Je suis revenu à lui à travers Carlyle. C'est remonter le ruisseau jusqu'à la source. Il fait une remarque curieuse mais profonde, à savoir que la première preuve de la grandeur d'un homme réside dans la perception de sa propre petitesse. Cela implique, voyez-vous, un pouvoir de comparaison et d'appréciation qui sont en eux-mêmes une preuve de noblesse. Richter donne beaucoup à penser. Vous n'avez pas de revolver, n'est-ce pas? J'ai ma canne. Il est possible que nous ayons besoin de quelque chose de ce genre, si nous parvenons à leur tanière. Je vous abandonnerai Jonathan, mais si l'autre devient méchant, je la barrède. Tout en parlant, il avait pris son revolver. Il y introduisit 2 balles, puis le remit dans la poche droite de sa veste. Durant ce temps, Toby nous avait guidés le long de routes bordées de villages et menant vers Londres. Mais nous arrivions maintenant dans de véritables rues où dockers et ouvriers se rendaient à leur travail. Des femmes d'aspect négligé ouvraient leurs volets et balayaient les marches d'entrée. Des bistrots commençaient déjà à sortir des hommes à l'allure rude, qui s'essuyaient la barbe d'un coup de manche après la lampée matinale. Des chiens minables, qui flânaient, nous observaient avec étonnement, mais notre Toby, ne regardant ni à droite ni à gauche, allait de l'avant, le nez au sol, traduisant parfois par un gémissement une nouvelle odeur fraîche. Nous avions traversé Streatham, Brixton, Camberwell, et nous étions maintenant dans Kennington Lane. Nous avions donc été déportés par des rues transversales à l'est de l'Ovale. Les hommes que nous pourchassions semblaient avoir suivi une route en zigzag, probablement avec l'intention d'éviter d'être repérés. Pas une fois ils n'avaient pris une rue importante si une petite rue parallèle se présentait. Au début de Kennington Lane, ils avaient biaisé vers la gauche à travers Bond Street et Mile Street. Toby s'arrêta à l'endroit où cette dernière rue tourne dans Knight's Place. Puis, il se mit à courir en avant, en arrière, avec une de ses oreilles dressées et l'autre traînante, exactement l'image de l'indécision canine. Enfin, il se mit à trottiner en rond, levant la tête vers nous de temps en temps, comme pour demander que l'on veuille bien comprendre son embarras. « Qu'est-ce qu'il a, ce chien, nom d'une pipe » grogna Holmes. « Ils n'ont sûrement pas pris de voiture et ils ne se sont pas envolés en ballon, tout de même. » Peut-être se sont-ils arrêtés ici un moment, suggérai-je. Ah, tout va bien, le voilà qui repart, dit mon compagnon avec soulagement. Toby était en effet à nouveau sur la piste. Il avait encore fait un autre tour en reniflant, puis s'était décidé tout d'un coup. Il s'élançait à présent avec une énergie et une détermination qu'il n'avait pas encore déployées. L'odeur apparaissait beaucoup plus fraîche qu'auparavant, car il n'avait même pas besoin de renifler le sol. Il tirait frénétiquement sur sa laisse et tentait de courir. Je pus voir au regard brillant de Holmes qu'il pensait arriver à la fin de notre voyage. Notre route nous conduisait maintenant vers Nine Elma. Nous arrivâmes au grand chantier de bois Broderick et Nelson, situé juste derrière la taverne White Eagle. Là, le chien, fou d'excitation, pénétra sur le chantier par l'entrée latérale, où les scieurs étaient déjà au travail. Tirant sans relâche, Toby courut à travers sciures et copeaux, fonça dans un chemin, fila entre 2 piles de bois et, poussant enfin un glapissement de triomphe, il sauta sur un gros tonneau encore posé sur le wagonnet qui l'avait amené. La langue pendante, les yeux clignotants, Toby trônait sur le couvercle, nous regardant l'un après l'autre, visiblement en quête d'une approbation. Les douves et les roues du wagonnet étaient enduites d'un liquide noir, et l'air ambiant était saturé de l'odeur de créosote. Sherlock Holmes et moi nous nous regardâmes d'un air déconcerté, pour tout à coup éclater d'un fou rire irrépressible. Et c'est la fin du chapitre 7, les amis. C'est donc également la fin de la lecture de ce soir. Nous passons à l'outro. Ah, bah c'était bien sympa. C'était bien sympa, et il y a un ingrédient, enfin il y a même plusieurs ingrédients qui m'étonnent, parce que je les aurais pas... Enfin,
je les aurais pas mis dans le mythe de Sherlock Holmes. J'aurais pas cru qu'il y avait ce genre de choses dans les romans. Je trouve qu'il est très très humanisé au final. Alors certes, il est méprisant par moments. Certes, il a un peu la grosse tête et il se la pète un petit peu parfois. Mais pourtant, il a beaucoup plus d'humanité que je ne l'aurais cru. Je sais plus à quelle occasion je m'étais dit ça, mais il y a eu plusieurs occasions. Il y a des insectes de partout à cause de la chaleur, Burk. Mais du coup, oui, il y avait... Bah déjà, le rire, rien que ça, je trouve ça trop bizarre. Le fait qu'il se tape une barre avec Watson sur la fin, parce que bah, a priori, Toby s'est trompé. Toby a suivi la piste du produit plutôt que l'odeur du bonhomme. En tout cas, c'est ce que je comprends. Le fait aussi que, l'air de rien, Holmes, je vais pas dire qu'il soit dépendant de Watson, mais lui qui est sûr de lui, etc., il pourrait tout à fait dire, bon bah c'est bon, je fais mes théories, je te les expose, tu acquiesces, c'est bon. Et même si parfois ça peut être vu aussi comme un petit peu de la vantardise, de faire trouver à Watson pour lui faire confirmer ses théories, bah en fait je me dis que c'est aussi pour le rassurer quelque part. Je pense que il y a aussi cet aspect de bah il veut confirmation quoi. Je pense qu'il a vraiment une tendresse et une amitié pour Watson et qu'il cherche vraiment son, je vais pas dire son approbation, mais sa confirmation, ouais. Qu'il demande pas juste pour se la péter, pour dire bah voilà, tu vois, t'as trouvé, c'était simple, moi je l'ai trouvé, voilà, je te montre comment t'as trouvé, enfin bref. Parce que c'est un peu ça qu'on peut ressentir parfois justement dans son côté méprisant. Alors que là, j'ai plus senti que vraiment il était ouais, dans l'attente sincère d'une confirmation réelle de son acolyte Watson, quoi. Donc ouais, il y a plein de trucs comme ça qui me marquent. Et une autre chose aussi euh, qui me m'étonne beaucoup. Je m'attendais pas à voir ça dans un Sherlock Holmes. Alors déjà, comme dans le jeu Vidéal, je l'avais dit, Watson confirme ce que je disais. Toby, il est moche. C'est vraiment du détail et du détail à la con, mais ça m'a fait rire quand il a dit ça. Je me suis dit, ah bah je suis pas le seul à le trouver moche. Et d'ailleurs, je trouve ça très très drôle de faire tout un pan d'histoire assez long en plus sur Toby qui cherche une piste et qui s'avère être une fausse piste en fait. Mais en même temps, c'est bien construit puisque cette balade entre guillemets qui était censée fournir la résolution simple selon les termes de Holmes bah, a permis à Holmes d'exposer à Watson et donc au lecteur au contraire sa version un peu plus complexe, un peu plus ardue mais qui mène sur les mêmes pistes. Et qui ouvre de nouveaux horizons. Donc ça c'est très cool. Mais oui, sinon une chose que j'aurais vraiment absolument pas cru voir dans un texte d'Arthur Conan Doyle, en tout cas dans un Sherlock Holmes, parce que c'est vrai que Sherlock Holmes c'est quand même quelque chose de très particulier. Bien sûr, je sais que l'auteur c'est Arthur Conan Doyle, mais c'est vrai que le personnage de Sherlock Holmes est tellement fort et tellement iconique que je pense, alors que à la base c'est des textes, mais je pense pas à Sherlock Holmes en tant que texte premièrement. Je pense à Sherlock Holmes en tant que personnage iconique, en tant que personnage fort, en tant que figure mythique quoi. Donc du coup c'est vraiment la construction que je me suis fait de ce personnage par les films, les séries, les jeux vidéo et ainsi de suite, sur laquelle je me repose le plus finalement. Et c'est vrai que Sherlock Holmes éclipse totalement Conan Doyle, enfin bref. Donc du coup, c'est pas tant que j'aurais pas cru voir ça chez Conan Doyle, parce qu'au final, bah, Conan Doyle, je sais pas ce qu'il aurait pu écrire. Mais c'est plus que j'aurais pas cru voir ça chez Sherlock Holmes, et j'ai l'impression que c'est du coup quelque chose d'assez éteint, d'assez peu usité dans les autres utilisations du personnage de Sherlock Holmes, enfin du mythe même de Sherlock Holmes. C'est ce côté un petit peu sentimental. D'ailleurs, Holmes, c'est quelque chose dont il s'était plaint dans les premiers chapitres, donc au premier live.
il s'était plaint dans le compte-rendu d'une de ses enquêtes qu'avait écrit Watson, que Watson soit peut-être un petit peu trop dans la romantisation des événements. Et là, du coup, je suis très très étonné de voir à 2 reprises, parce que c'est arrivé une fois avant la pause et une fois après la pause, à 2 reprises, Watson faire une petite digression sur 1 ou 2 paragraphes pour dire ah, je crois que je crois qu'on a vécu un moment d'amour avec cette femme, nos mains se sont prises, et puis j'aurais bien aimé passer du temps avec elle, mais j'avais un dilemme moral, je trouve que c'est pas bien d'entreprendre quelque chose avec cette femme, vu nos 2 positions dans cette enquête, et machin et machin. Enfin, ça c'est vraiment des considérations que j'aurais pas du tout pensé voir dans un Sherlock Holmes. Et je trouve ça assez intéressant. Et comme je le disais, j'avais pas du tout cette image de Watson un petit peu... je vais pas dire dragueur, parce que c'est pas ça du tout, mais un petit peu, ouais, dans les sentiments, comme ça. C'est marrant. C'est très marrant. Bref, en tout cas, je trouve qu'il y a vraiment tous les ingrédients pour faire une bonne enquête pour le moment. C'est vraiment hyper intéressant. On n'est pas encore dans des bails sombres. Enfin, quoique, il y a déjà eu des morts, mais... ouais, si, en vrai, c'est un peu sombre. Mais je sais pas, j'ai l'impression j'ai l'impression que l'écriture est vachement lumineuse, dans le sens où j'ai l'impression que, justement, il y a vraiment un sentiment presque de troupe. Alors, une troupe de 2, tu vois, mais... Je dis tu vois alors que vous êtes plein à me regarder. Ouais, un sentiment de troupe avec... bah, comme on a pu avoir justement dans le jeu vidéo, je me reprends encore, mais... Avec Sherlock Holmes, avec Watson, et puis Sherlock Holmes qui au final se trouve avoir plein de connaissances qu'il a aidé dans des affaires précédentes. Enfin, c'est hyper intéressant, je trouve, comment c'est construit, et je trouve ça très, ouais, je sais pas pourquoi je trouve ça très lumineux en fait. J'ai l'impression qu'on est vachement positif dans le texte, on est vachement en mode nous allons trouver, oui, nous allons trouver, ouais, on va trouver, ouais, et puis je me moque un petit peu de l'inspecteur qui dit n'importe quoi, mais je me moque gentiment. Enfin, je sais pas. Je trouve ça sympa. Je trouve qu'il y a une bonne ambiance. C'est Dora, n'importe quoi. Je trouve qu'il y a une bonne ambiance dans ce bouquin. Et je trouve que celui-là se prêterait tout à fait. En fait, celui-là, je trouve que c'est le plus rapprochant. Encore une fois, je me répète, mais j'ai lu que celui-là et Le Chien des Baskerville, mais celui-là, je trouve qu'il se rapproche vachement de l'image que j'avais au travers des séries, des films et tout. Et je trouve que celui-là, ça serait vraiment le plus facilement transposable en série actuelle. C'est-à-dire qu'il y a vraiment toutes les touches qu'on peut avoir dans une série policière actuelle. Moi, c'est ça qui m'avait marqué, et c'est ça où et c'était ce qui m'avait fait dire à quel point Arthur Conan Doyle avait instauré des codes qui sont encore utilisés de nos jours massivement. C'est que vraiment, tu prends une série policière actuelle, n'importe quel épisode, n'importe quelle série, et t'as tous les éléments. C'est-à-dire l'enquête de l'épisode, des mentions à ce qui s'était passé dans d'autres épisodes précédents et des trucs qui se mettent en place pour les épisodes suivants. Un petit peu de... Regardez, je résous l'enquête et je rigole devant un cadavre en faisant des petites blagounettes. Ça, c'est vraiment typique série policière, c'est un truc de ouf. Même la petite histoire d'amour à la limite et tout, enfin ouais. Il y a plein de choses. Plein de choses. Alors je suis pas d'accord, nous dit Petit Poulpe Dissident. Vas-y, y a pas de souci. Explicite ton avis. D'ailleurs, n'hésitez pas. N'hésitez pas du tout à expliciter vos avis, les amis. Moi, ça me fait plaisir de partager avec vous. Et j'en profite pour vous le redire. Mais n'hésitez pas à envoyer des commentaires sur la chaîne YouTube. Enfin, sur la chaîne YouTube. Dans les commentaires de cette vidéo. N'hésitez pas à partager votre avis, partager votre sentiment. Que ce soit par rapport à l'œuvre, que ce soit par rapport au live dans son intégralité. N'hésitez pas, moi j'aime bien partager avec vous. Et encore une fois, ça permet de faire évoluer la chaîne, de développer la chaîne. Donc n'hésitez pas aussi à lâcher des likes si vous avez aimé cette vidéo, des dislikes si vous l'avez pas aimé malheureusement. Enfin bon, bref, j'aime pas trop réclamer ce genre de choses, mais encore une fois je me répète, ça fait une vraie différence. C'est-à-dire que
que ce soit les abonnements, les likes, les commentaires, etc. Moi, je les lis au jour le jour. C'est l'une des choses que je fais dans ma routine du matin. Genre tous les matins, j'ai à peu près une routine de 1 heure. Où pendant 1 heure, je fais plein de trucs dans un ordre très précis. Enfin bon, bref. Et dans ma routine du matin, il y a aller voir les commentaires de la chaîne, etc., vous répondre. Et puis ça m'arrive même de le refaire dans la journée. Mais voilà. N'hésitez vraiment pas parce que c'est ce qui fait développer la chaîne. Et au-delà de faire évoluer et développer la chaîne, c'est ce qui me permet moi de rester motivé aussi. Parce que justement, comme je en parlais en intro du live, c'est aussi grâce à tout votre soutien que je me dis ok, je vais faire ça, je vais faire ci, et ainsi de suite. Je vais me bouger le cul, je vais tenter de faire des nouvelles choses, etc. etc. Et si j'ai lu ta blague, Petit Poulpe Dissident, c'est juste que je suis parti sur une grosse digression. Mais du coup, Petit Poulpe Dissident qui n'était pas d'accord avec moi, puisque, en effet, dans Sherlock Holmes, il n'y a pas d'explosion avec un ralenti et des lunettes de soleil. C'est vrai, malheureusement. Au final, c'est un peu les experts qui ont tout inventé, je pense, hein, en vérité. Je pense que Arthur Conan Doyle, il était devant sa télé en train de regarder les experts, et puis il a pas vu qu'il fallait mettre ce détail dans ses écrits pour que ce soit bien, quoi. Enfin bon, c'est dommage. C'est fort dommage. Bref. Bref. Sur ce, les amis, ça a été une très bonne soirée en votre compagnie, je vous remercie. Comme je le disais, je ne pense pas qu'il y aura de live chaotique. J'aime trop ce terme de chaos que j'ai placé dans le programme. Mais du coup, oui, je ne pense pas qu'il y aura de live imprévu de gaming ou de musique ou d'illustration ou d'organisation de jeux vidéo olympiques, etc., en cette fin de semaine, puisque je pense qu'il fait encore un chouïa trop chaud pour que mon PC ne le supporte. D'ailleurs, j'attends toujours mon matos. J'ai le deuxième écran, j'ai l'autre casque que j'ai pu tester hier sur le live de Cora, mais j'ai pas encore ma nouvelle caméra. J'ai vraiment envie de recevoir ma webcam pour pouvoir installer ma webcam et tout et tout. Enfin bon bref, j'ai vraiment envie d'avoir mon full nouveau setup pour pouvoir vous proposer des lives de meilleure qualité. Essayer de booster un petit peu tout ça, de monter encore une marche dans la qualité des lives, ça serait cool. Enfin bref, dans l'attente de tout ça, et surtout dans l'attente que la chaleur ne se calme un chouïa, il y aura peut-être pas beaucoup plus de lives, mais bon, je reprends la routine petit à petit, et pas de soucis, les lives de lecture sont là, mardi et vendredi 21h, donc la semaine prochaine on terminera Sherlock Holmes, le signe des 4, ces 2 jours, et sinon on se retrouve la prochaine fois dimanche à 15h pour un live de découverte de l'univers de League of Legends, et enfin, pas en live, mais on se retrouve quand même sur Discord, dans la place publique, le channel vocal, à 21h, de 21h à minuit, dimanche également. Voilà, j'ai trop de choses à dire, trop de choses, enfin bon, bref, j'arrête pas de parler, vous me connaissez, je suis bavard. Merci à tous ceux qui sont passés, ça m'a fait extrêmement plaisir, merci Petit Poulpe Dissident, Jumpy, le Bosquet de Kain, Black Butler et Zikael So Famous. Gros merci Zikael d'encore renouveler ton abonnement, merci beaucoup, ça me touche énormément. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit, et vous dis à la prochaine pour une prochaine lecture, une prochaine découverte, ou une prochaine partie de gaming. Bye bye.